Bonjour à tous. Alors, on va pas tarder de commencer. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. On va attendre quelques secondes pour laisser le temps à tout le monde de s'installer, prendre ses marques, régler le son. Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? N'hésitez pas à utiliser l'onglet de chat qui est à votre disposition. Super. Eh bien, parfait. Si la majorité d'entre vous nous entend, c'est parfait. Alors, on va attendre encore un petit peu le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde arrive. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir, d'avoir pris un petit peu de temps pour venir vous intéresser au sujet de la qualité de l'air. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous expliquer quelques aspects techniques. Donc, comme je vous disais, vous avez le chat, donc ça, vous l'avez trouvé en bas à droite. On va également vous poser quelques questions. Donc, à côté de l'onglet chat, vous allez avoir un onglet sondage. Donc, on va vous prévenir quand il faudra aller sur cet onglet pour répondre à nos questions si vous le souhaitez. Voilà, alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les via cet onglet de chat. On va essayer de répondre à un maximum de questions tout au long du webinaire. Et on a dédié des temps de parole dans les différentes parties pour vous laisser un petit peu de temps pour vous répondre en direct. Donc surtout, si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez qu'on répète des choses ou qu'on reformule, n'hésitez pas. Surtout, on est là pour ça. Alors, bah, écoutez, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Julie Gault, je suis chargée de communication à Atmo Nouvelle-Aquitaine. Je remplace ce soir Louise, qui est également ingénieure d'études Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui devait prendre la parole, mais la pauvre étant malade, elle tousse beaucoup, donc elle ne peut pas, elle ne peut pas prendre la parole. Mais elle est derrière le chat. Elle pourra répondre à vos questions si vous en avez et si elle peut y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à lui poser des questions en direct. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Également avec elle, que vous ne voyez pas, on a Perrine et Lisa qui sont également ingénieurs d'études. Et bah, écoute, je vais te laisser te présenter. C'est gentil. Alors moi, c'est Sarah Lebaille, je suis également ingénieure d'études ici à Atmo Nouvelle-Aquitaine. Et je me présente également, moi c'est Audrey Chatin, ingénieure d'études également. Alors voilà, donc on va pouvoir maintenant commencer à rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, on va déjà commencer par vous poser une première question. Donc je vous invite à aller dans l'onglet sondage. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, tout de suite, c'est de savoir, d'après vous, est-ce que vous pensez que ce sont les industries et le trafic routier qui polluent plus aujourd'hui? Est-ce que d'après vous, c'est un préjugé ou pas? Voilà, on veut commencer par les bases, savoir faire un petit état des lieux, savoir ce que vous pensez sur le sujet. Donc, allez dans l'onglet sondage et normalement, vous voyez une première question s'afficher. J'espère que tout le monde le voit. Donc, allez-y surtout. Je vous laisse un petit peu quelques secondes pour pouvoir répondre. Alors, je précise que pour ce sondage-là, on ne va pas y répondre tout de suite.
Normalement, la réponse devrait arriver d'elle-même au fur et à mesure de cette présentation. Donc, on fera un petit point un petit peu plus tard. Bon, ça a l'air de se stabiliser. Donc, en gros, en majorité, vous pensez à 63% que ce n'est pas un préjugé. Et 38% d'entre vous pensent qu'il s'agit d'un préjugé. Donc, je laisse cette question en suspens pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, hop. Je vais laisser la parole maintenant à Sarah qui va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Merci Julie. Donc on va parler un petit peu des bases. Qu'est-ce que c'est une émission et comment se familiariser avec ce concept? Alors, quelque chose de très important, qu'est-ce qu'une émission? Surtout, ne pas confondre en fait une émission et une concentration. Alors pour vous expliquer ça le plus simplement possible, je vais prendre un exemple qui j'espère va vous parler. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Cet exemple devrait normalement vous aider à mieux comprendre les choses. On va prendre le cas d'un gâteau. On va dire que notre gâteau, c'est nos concentrations. Pour faire un gâteau, on y met plein d'ingrédients, de la farine, du chocolat, du sucre, tout ce que vous voulez, des œufs, tout ce qui vous paraît pertinent pour faire ce beau gâteau. Eh bien, en fait, tous ces ingrédients, c'est d'une part les émissions. Alors là, ça peut être les émissions de nos différentes sources d'activité, notre source agricole, notre source du trafic routier, toutes les émissions et les activités que vous voulez. Donc ça, c'est une partie de nos ingrédients. Mais on a d'autres ingrédients hyper importants qui sont, par exemple, la météorologie, en fonction de s'il pleut pas, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, ça va avoir un effet sur notre gâteau final. On va avoir aussi la topographie qui va jouer. Si j'ai une montagne en face de moi ou si au contraire c'est la plaine. Donc ça c'est pareil, ça va avoir un effet important sur ma concentration, pardon, si je commence à dire des bêtises. Et puis on va avoir aussi un autre ingrédient important qui est le bâti. Pareil, si vous avez des grands immeubles autour de vous, ça peut bloquer la dispersion des masses d'air. Donc en fait, tous ces petits ingrédients, émissions, météo, topographie, bâti, eh bien, ça fait nos concentrations. Donc j'espère que c'est relativement clair. On s'est dit que c'était une image plutôt agréable et plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'est pas clair, mais je vais continuer du coup. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait finalement pour estimer ces émissions? Alors déjà, ça ne sort pas de notre chapeau, c'est important de le savoir. On s'appuie sur une méthodologie qui est nationale, qui est validée avec l'ensemble des observatoires régionaux de surveillance de la qualité de l'air, qui est validée également par le ministère de l'Environnement et par le Centre interprofessionnel d'études techniques de la pollution atmosphérique, le CITEPA. Voilà, donc c'est un consensus de personnes qui se met d'accord sur une méthodologie pour chaque secteur d'activité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on doit sélectionner une année. En fait, les émissions sont calculées pour une année donnée et pour un territoire donné. Donc, je vais y revenir un petit peu plus après sur cette année sélectionnée et ce territoire. Pour calculer ces émissions, il va falloir qu'on parte de données, d'une matière en fait. Comment on fait pour calculer les émissions du secteur routier, du secteur agricole? Il nous faut bien des données. Et ces données, en fait, on va les chercher auprès de partenaires, de différents organismes. Alors j'en ai cité quelques-uns là en dessous, mais on travaille avec énormément d'organismes pour récupérer toutes ces activités. Et donc on va vers ces organismes en disant, voilà, nous on a besoin de telle année, et on a besoin des données sur notre territoire. Donc notre territoire, vous l'avez compris, c'est la Nouvelle-Aquitaine, notre région. Donc on va avoir des données au niveau régional, on va pouvoir aussi les avoir au niveau des 12 départements et des collectivités, communautés de communes et communautés d'agglomération. L'année, comment on l'a choisie? Eh bien, en fait, on l'a choisie en fonction des données qu'on peut avoir. C'est-à-dire que la dernière année qu'on a à disposition, là, à l'heure actuelle, c'est 2018. On va très prochainement passer sur 2019 et 2020. Mais il faut savoir que les organismes, ils n'ont pas la possibilité de mettre à jour tout de suite les données. C'est-à-dire que là, on est fin 2021, bientôt 2022. Il est évident que les données 2021 vont mettre un petit peu de temps à sortir, le temps de les consolider, de les valider, et donc elles ne peuvent pas être à notre disposition. C'est pour ça qu'on a un petit décalage et qu'aujourd'hui, nos dernières émissions datent de 2018.
Alors, pour essayer de faire simple et de vous faire comprendre comment on les calcule, ces émissions, on a pris un exemple qui nous paraissait plutôt pertinent ici. On a pris l'exemple d'une forêt. Alors, mettons, on a une forêt ici qui est composée de 50 pins et 7 bouleaux. On va connaître, parce qu'il y a des études qui sont faites de manière internationale sur ces sujets-là, en fait, on va connaître la capacité d'émission de chacune de ces essences d'arbres. Donc, c'est-à-dire ce que rejette dans l'atmosphère chacune de ces essences d'arbres. Donc, le pin, voilà, il a sa capacité d'émission. Le bouleau, il a sa capacité d'émission. Eh bien, je fais ni plus ni moins le produit entre le nombre de pins que j'ai et cette capacité d'émission. Voilà. Pour le pain, c'est 50 fois cette capacité d'émission. Et je rajoute mes bouleaux. Donc j'en ai 7 fois leur capacité d'émission. C'est pas plus compliqué que ça en théorie. En pratique, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, l'idée derrière, elle est là. Donc voilà grosso modo comment on fait un inventaire des émissions. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que c'est quelque chose qui évolue énormément chaque année, parce que les méthodologies, elles évoluent. Tout simplement parce que des données d'organismes peuvent faire leur apparition, parce que justement de nouvelles activités sont prises en compte, on développe de nouvelles méthodologies pour les calculer. Donc c'est quelque chose qui est voué à toujours évoluer. Et une dernière chose qui est importante à savoir sur comment faire ces calculs d'émissions, c'est qu'on s'intéresse ici juste à ce qu'il se passe en Nouvelle-Aquitaine. Ce qui va être émis, par exemple, en Occitanie par une source quelconque et qui, par le transport des masses d'air, va se retrouver sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est rejeté directement par les sources présentes en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà comment on fait finalement ces calculs d'émissions. Alors, est-ce que déjà vous avez des premières questions? Merci beaucoup Sarah. Est-ce que vous avez déjà des premières questions par rapport à ce que Sarah a pu vous présenter? Si vous avez besoin d'autres explications, surtout n'hésitez pas. Alors, on a déjà eu une première question qui n'avait pas, qui est très précise, de Thomas. Pour votre question, Thomas, on va peut-être y répondre après le webinaire. Parce que peut-être qu'on aura besoin. Alors Perrine a essayé d'y répondre. Je pense qu'il manque, comme Perrine le disait, il manque peut-être des informations. Donc pour vous répondre, je pense qu'effectivement il faudra qu'on va revenir vers vous. Donc ne vous inquiétez pas, on a vos coordonnées. Donc on reviendra vers vous pour vous en dire plus. Des questions donc sur cette partie ou on peut passer à la suite? Je vois que Valérie est en train d'écrire, donc je laisse quelques secondes pour voir si c'est une question. Alors, je vais peut-être répondre à Valérie. Concernant est-ce que les émetteurs nous fournissent leurs propres données? Donc, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, nous, ce sont des... Non, je ne l'ai peut-être pas expliqué d'ailleurs. Les calculs d'émissions qu'on fait, ce sont des estimations. À aucun moment, on va récupérer des données déjà calculées. Sauf pour un seul secteur d'activité, qui est le secteur industriel, où les industriels ont l'obligation de déclarer leurs émissions polluantes. Donc, ils les déclarent et c'est vrai que c'est ce qu'on récupère directement. Néanmoins, nous effectuons un contrôle sur ces émissions. Tout simplement, pas pour contrôler forcément ce que les industriels déclarent, pour contrôler qu'il n'y a pas forcément d'erreur, qu'il y a une cohérence en termes d'historique. Donc, c'est tous les sites industriels soumis à déclaration ou autorisation. J'espère avoir répondu à peu près. Sinon, pour le reste, pour les autres secteurs d'activité, c'est vraiment des données. Alors, c'est vrai que je suis passée peut-être un peu vite. Je reviens en arrière 2 secondes si ça vous gêne pas. J'ai parlé ici d'organismes comme l'INSEE, l'ADREAL, CEREMA.
Par exemple, l'INSEE va nous fournir la donnée de population. Cette donnée de population, on va la multiplier par la fameuse capacité d'émission qui va bien, et on a nos émissions. On part toujours d'une donnée précise. Le CEREMA, lui, va nous donner le nombre de véhicules à circuler sur un axe routier. C'est pas des émissions directement calculées, c'est vraiment l'activité. La SNCF, pareil, va nous donner le nombre de trains à circuler sur les voies ferrées. Et c'est à partir de ça, et comme on connaît cette fameuse capacité d'émission, pour chacune, par exemple ce que rejette chaque voiture, on peut en déterminer nos émissions. Valérie nous demandait si c'était uniquement sur les sites Céveso. Oui, c'est ce que je disais, ça va être tous les industriels qui sont soumis à déclaration ou à autorisation doivent déclarer leurs émissions en fait auprès de l'État, des services de l'État. Donc ça relève des ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement. D'autres questions? Un peu. Je pense que Perrine va pouvoir répondre sans problème à Monsieur Boutin. Bonjour Monsieur Boutin. Et peut-être que oui. Juste pour, oui, on va passer à la suite. Juste pour une petite précision. Pourquoi on fait cet inventaire, pourquoi on fait ces calculs? C'est tout d'abord pour répondre à un objectif de réglementation. Et c'est surtout pour réussir à développer une carte d'identité du territoire. Et cette connaissance nous permet tout simplement après de pouvoir agir et faire en sorte que derrière, des actions puissent être mises en place. Alors on va pouvoir passer à la suite. Je passe la diapositive. Donc là, je vais pouvoir passer la parole à Audrey. Bonsoir à tous. Je pense qu'il faut que vous coupiez votre micro à Bordeaux parce que sinon il y aura un écho. Merci. Donc moi, je vais vous présenter les résultats des émissions en Nouvelle-Aquitaine, donc pour les 4 principaux polluants. Donc on va commencer par les particules en suspension PM10. Donc ce sont des particules de diamètre inférieur à 10 microns. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est inférieur au diamètre d'un cheveu. Donc les particules, c'est un polluant multisource, comme on peut le voir sur le graphique, où on a 40% des émissions qui est liée au secteur agricole, donc principalement le travail du sol, tout ce qui va être labour, semis, plantation, récolte. Ça va engendrer des particules assez grossières. D'ailleurs, ça peut se voir à l'œil nu pendant les travaux du sol dans les campagnes. Ensuite, on va avoir 36% des émissions qui vont être associées au secteur résidentiel tertiaire, correspondant notamment au chauffage et principalement, ça sera des émissions liées au chauffage au bois. Ensuite, on va avoir 13% des émissions liées au secteur industriel. Donc, pour les particules, ça va être essentiellement les exploitations de carrières, la manutention de céréales et les chantiers et BTP. Et enfin, on va avoir 12% des émissions liées au transport et notamment le transport routier, avec une partie liée à la combustion des moteurs et une autre partie liée à l'usure des pneus et des freins et à l'usure des routes aussi. En termes de spatialisation des émissions, si on regarde la carte de gauche, on peut voir les zones qui ressortent en termes d'émissions de PM10. Donc, c'est essentiellement les terres arables, notamment dans le nord du Poitou-Charentes, dans les Deux-Sèvres notamment, mais aussi dans le Lot-et-Garonne et au niveau des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, où on a beaucoup de terres arables, donc beaucoup de travail du sol. Donc, c'est pour ça que ça ressort plus nettement. Et puis, on peut voir aussi dans les grandes agglomérations,
là où il y a une densité de logements à chauffer, hein, et d'infrastructures à chauffer, qui ressortent également, donc Bordeaux Métropole, mais aussi Limoges, Poitiers, Bayonne, Pau et bon, d'autres agglos aussi également. Voilà pour les particules. Ensuite, nous allons voir donc les oxydes d'azote, les NOx. Là, c'est assez différent. Donc, la principale émission, des oxydes d'azote, c'est le transport et notamment le transport routier. Donc il y a 68 des émissions liées au transport et dedans, donc ça le routier correspond à 63. Ensuite, on a 3 liés au transport maritime, 1 lié au transport ferroviaire et moins d'1 % lié au transport aérien. En tout cas, sur la carte des émissions spatialisées de NOx, on voit bien, ici l'impact la part du transport routier puisque les émissions les plus importantes sont au niveau des grands axes routiers. Donc on voit bien la 63 entre Bordeaux et Bayonne, la 10, aussi qui remonte, vers Niort et Poitiers. Même la nationale entre Bordeaux et Limoges est aussi visible. Voilà, c'est vraiment la principale source. Après, il y a aussi, 12 des émissions d'oxyde d'azote qui est lié au secteur industriel. Donc là, ça va être plutôt la combustion, dans l'industrie et aussi les engins, industriels. On va avoir également 11 des émissions liées au chauffage dans le résidentiel tertiaire. Donc cette fois, c'est pas que le chauffage au bois, c'est aussi le chauffage, de fioul domestique et le chauffage de gaz naturel qui émet, des oxydes d'azote. Et enfin, on va avoir, 6 des émissions, liées aux engins agricoles, à la combustion des engins agricoles. Donc voilà pour les oxydes d'azote. Donc maintenant, on peut passer, au dioxyde de soufre, SO2. Donc là, ça change, encore. La principale émission, c'est le secteur industriel avec 62 des émissions de ce secteur. On va avoir plutôt les industries, de la chimie, mais aussi les industries de fabrication de matériaux de construction comme, les cimenteries, comme la fabrication de verre ou de tuiles et briques. Voilà, ça regroupe quand même, plusieurs types, d'industries. On voit également, 29 des émissions liées au chauffage dans le résidentiel tertiaire. Donc là, ça sera plutôt, principalement les 3/4, on va dire, des émissions du résidentiel tertiaire va être lié au chauffage de fioul domestique et 1/4 va être lié au chauffage au bois. Et enfin, on a 7 des émissions de dioxyde de soufre qui sont liées à l'extraction, la transformation et la distribution de l'énergie et 3 seulement pour le transport. Donc si on regarde, les émissions spatialisées, de dioxyde de soufre sur le territoire, néo-aquitain, on peut, retrouver, certaines communes, qui ont des activités industrielles et on peut, surtout voir, l'impact du chauffage aussi, chauffage fioul domestique et bois, sur, les différentes, communes. Voilà pour le dioxyde de soufre. On peut passer maintenant au dernier polluant, l'ammoniac, NH3. Donc l'ammoniac, là encore, c'est très différent. Sa principale source, c'est le secteur agricole, avec 95 des émissions liées au secteur agricole. Parmi ces 95 on a 3/4, de ces émissions qui sont liées aux cultures et 1/4 lié, à l'élevage. Donc dans la partie culture, en fait, on va prendre en compte, l'épandage des engrais, synthétiques ou des engrais, organiques, donc les déjections qu'on épand sur les champs pour pouvoir fertiliser le sol et pour apporter de l'azote à la plante pour qu'elle puisse grandir. Donc ces épandages émettent de l'ammoniac. Il y a également, une partie, des émissions liées aux déjections à la pâture, des animaux à la pâture, donc qui sont, attribuées aux cultures parce que c'est, émis au niveau des prairies.
Et dans la partie élevage, on va considérer les émissions d'ammoniac liées à la gestion des déjections dans les bâtiments agricoles et aussi lors du stockage des déjections, stockage de lisier et de fumier en attente justement d'être répandus dans les champs. Donc c'est pour ça que sur la carte des émissions spatialisées d'ammoniac, on retrouve bien en fait les territoires agricoles, hein, donc les terres arables où on épand les engrais au niveau des Deux-Sèvres, de la Vienne. On voit aussi le Limousin qui ressort, contrairement aux particules où ça ressortait moins. Donc là, c'est clairement l'élevage et notamment les déjections à la pâture qui favorisent ces émissions importantes dans le Limousin et également dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça ressort pour les mêmes raisons. Et enfin, on va avoir 4% des émissions seulement qui vont être attribuées au chauffage au bois dans le secteur résidentiel tertiaire. Donc voilà, ensuite, on a fait le tour de tous les polluants, les principaux polluants, on va dire. Donc maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc je laisse la parole à Julie. Merci. Merci Audrey. Alors avant de passer aux questions, donc on a vu qu'il y avait un certain nombre de questions déjà. Je vais revenir un petit peu sur le premier sondage. Alors normalement, dès maintenant, en fait, on peut avoir la réponse du premier sondage quand on vous a posé la question, à savoir si d'après vous c'était un préjugé ou pas sur le fait que les industries et le trafic routier polluent le plus. Alors là, du coup, je reviens au sondage. Donc, c'était quand même plutôt serré. On avait quand même 57% qui pensaient qu'il ne s'agissait pas d'un préjugé et seulement 43% qui pensent que c'est un préjugé. Ce que je peux vous dire dès maintenant, alors peut-être que maintenant vous avez envie de modifier votre vote, mais de toute façon, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un préjugé ou que ce n'est pas un préjugé. D'après ce que Audrey a pu nous présenter, en fait, on peut s'apercevoir que ça va dépendre vraiment du polluant qui est sur lequel en fait on va s'intéresser. Sur le dioxyde d'azote que nous présentait Audrey, ben oui effectivement c'est le principal émetteur, c'est le trafic routier. Donc effectivement sur celui-là oui c'est pas un préjugé, c'est le trafic routier qui va polluer, qui va émettre le plus de dioxyde d'azote. Par contre sur un polluant comme les particules en suspension, comme Audrey a pu nous le montrer, il existe différentes sources d'émissions. Donc là, typiquement, pour ce polluant-là, on ne peut pas dire que les industries et le trafic routier sont les principaux émetteurs et les principales sources responsables de la pollution. Et si on regarde l'ammoniac, comme on vient de le voir, là, aucun des deux, ni le trafic routier, ni le secteur industriel ne sont les principaux en cause. Donc, c'est ça, toute la difficulté dans la qualité de l'air, c'est de dire, de montrer du doigt, de mettre en avant un coupable. C'est que tout le monde, tous à notre échelle, on a un impact, que ce soit dans le domaine professionnel, dans notre quotidien. Et c'était vraiment ça qui était important pour nous ce soir de vous présenter, de vous faire comprendre. J'espère que vous avez pu comprendre cette particularité. Surtout si c'est pas assez clair, n'hésitez pas, on peut reformuler, continuez de nous poser des questions. C'est vraiment important que vous puissiez comprendre ces subtilités. Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir, je vais passer au un deuxième sondage. Je vais vous demander si ces résultats vous ont surpris ou pas. Alors, vous pouvez rebasculer sur le deuxième, sur l'onglet, hop, sur l'onglet sondage.
et nous donner votre avis. Est-ce que vous vous attendiez à cette réponse, à ces résultats? Parce que justement, l'objectif de ce webinaire ce soir, c'était de vous expliquer d'où vient principalement la pollution de l'air en Nouvelle-Aquitaine. Et comme on vient de le voir, finalement, il existe différentes sources. Donc, est-ce que vous vous attendiez à ces résultats ou pas? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Donc c'est bien, on a des gens qui étaient quand même relativement sensibilisés à la problématique, donc ça fait plaisir. Donc à 68%, on voit que vous connaissiez déjà plus ou moins le sujet. Donc non, c'est plutôt... ouais, ça fait plaisir de voir que vous... Ouais, c'est positif, vous y connaissez plutôt bien, c'est chouette. Donc ouais, près de 70% d'entre vous... pour près de 70% d'entre vous, vous n'êtes pas surpris. Alors, du coup, on va revenir à vos questions. Alors, il faut que je fasse le tri. Louise et Perrine ont répondu déjà à certaines de vos questions. Je regarde si certaines... Ouais, en remontant. En remontant, ouais, il y en avait. Trafic aérien, ça a été répondu. L'ammoniac, je crois que ça a été répondu. Peut-être un peu plus haut. Celui-là, ça n'a pas été répondu. Quel est l'élément parmi les 4 le plus nocif? Parmi les 4 polluants présentés, lequel est le plus nocif? Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous veut répondre, sinon Bah, ils ont tous des effets sur la C'est santé, ça. donc il n'y en a pas un qui est meilleur, on va dire, que les autres, puisqu'ils ont tous des effets sur la santé. Après, je peux laisser mes collègues compléter aussi si elles le souhaitent. Ça va être une question d'exposition, des niveaux d'exposition, temps d'exposition. Il y a différents paramètres qui rentrent en compte. Donc, on ne peut pas dire qu'un polluant est plus dangereux qu'un autre, puisque chacun a des spécificités, peut impacter de manière différente l'organisme, le corps. Donc là, on peut pas donner de réponse. Alors, est-ce qu'il nous manque... Il y avait des questions plus haut, il y avait de nouvelles questions qui sont arrivées un petit peu plus haut. Je ne sais pas si on a répondu. Si, Louise est opérationnelle. Louise et Perrine. Elles sont au taquet en arrière, là, en support. Elles répondent à vos questions. N'hésitez pas à revenir si jamais il y en a des questions qui sont peut-être passées au travers de leurs mains. Elles n'ont pas vu. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas à les consulter. Donc là, on vous a fait une sélection de 4 polluants, mais c'est seulement 4 polluants sur combien? Oula. Une quarantaine, c'était ça? Ouais. On calcule les émissions de beaucoup de polluants. Donc là, déjà, sur la page que vous a partagée Perrine, vous allez pouvoir voir un certain nombre de polluants. Et notamment, effectivement, pour répondre à la question de Mathieu, en fait, vous allez pouvoir voir à différentes échelles les niveaux d'émissions. Donc à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, à l'échelle d'une agglomération ou à l'échelle d'un département. Donc là, voilà, vous pouvez, si vous êtes un petit peu curieux, si vous voulez aller regarder, si vous ne connaissez pas déjà cette page, n'hésitez pas à y aller. Alors attendez, du coup vous posez plein de questions, alors il faut qu'on suive le fil. Vas-y, remonte. Là, stop, redescend. Il y a une question de Maud que j'ai pas eu le temps de lire.
On est en train, on Ouais, prend il y a un petit peu de plusieurs temps. questions, désolée. On prend le temps d'essayer de lire toutes les questions pour essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Il y a une question de Maud concernant la nocivité et l'impact climatique. En fait, il y a deux choses. Il y a une chose à savoir, c'est que quand on parle de polluants atmosphériques, on parle de gaz ou de particules qui ont un effet sur la santé humaine ou sur la végétation. Et quand on parle d'impact climatique, là, on va parler de gaz à effet de serre qui ont un vrai impact climatique. Donc le CO2 par exemple, le méthane, le protoxyde d'azote. Mais là, aujourd'hui, on parle uniquement de polluants atmosphériques, donc qui n'ont pas d'impact climatique. Ce ne sont pas des gaz à effet de serre qui vont avoir un impact sur le climat. Ce sont, des gaz et particules qui sont nocifs pour la santé humaine et la végétation. On essaye de re-regarder si on a raté aucune question. Statistiques. Alors, je ne sais pas si je peux répondre, si vous voulez répondre, mais en fait, sur Valérie qui nous demande si Atmo communique sur les statistiques relatives aux conséquences nocives. Alors, nous, notre métier, c'est la mesure. C'est donc la mesure, mais également aussi le calcul des émissions. Mais en aucun cas, c'est à nous ça ne fait pas partie de nos fonctions de mesurer les impacts sanitaires ou environnementaux. Du coup, on peut relayer certaines informations en provenance d'organismes comme l'ARS, l'Agence régionale de la santé, mais ça ne fait pas partie de nos missions de mesurer ces éléments-là. Donc, en tout cas, nous, on ne va pas mettre à disposition des choses qu'on aurait pu mesurer là-dessus. Je ne sais pas si c'était à ça que vous faisiez allusion sur les effets sur l'environnement et la santé. Alors, plusieurs vous posent des questions. Désolée, on essaye de suivre le fil de vos questions. Je pense. Ouais. Alors sur les effets cocktail entre les différents polluants, alors ça nous on ne mesure pas. Nous c'est vraiment uniquement par polluant, enfin sauf si on savent contredire, mais c'est vrai qu'on a des analyseurs par polluant en fait, et on fait ces mesures qu'on fait ensuite remonter à l'État français, à l'Union européenne. L'idée, Atmo, c'est un thermomètre. Hein. L'idée, c'est vraiment de dire on est au-dessus ou en dessous de la réglementation nationale ou européenne en vigueur. Les effets cocktails, même s'il y en a, on n'est malheureusement pas, pour répondre à la question de Monique, hein, on n'est malheureusement pas en mesure de les quantifier. Je ne sais pas où en sont Louise, Perrine et Lisa. je comprends pas la dernière. Alors. Perrine est en train de répondre à une question.
pour répondre à la question de Mathieu par rapport à notre capacité à distinguer les proportions de chaque secteur par rapport à la mesure, en fait, donc c'est ce qu'on a expliqué au tout début, mais c'était peut-être pas, c'est ce que j'ai expliqué finalement, mais c'était peut-être pas très très clair. C'est que là, il y a d'une part des estimations d'émissions où on va utiliser des données statistiques, à savoir un nombre de voitures qui a circulé, un nombre d'habitants, un nombre d'appareils de chauffage au bois, qu'on va multiplier par une capacité d'émission. Ça, c'est vraiment des estimations pour connaître nos émissions. Donc, du coup, on va pouvoir dire, le nombre de véhicules, ça se rapporte au secteur du transport routier, le nombre d'avions, ça se rapporte au secteur du transport aérien. Par contre, de l'autre côté, on a les concentrations qui sont là, donc la mesure, dans nos stations de mesure, notre cinquantaine de stations de mesure sur le territoire, où là, en fait, ça va être la résultante de ces émissions, des conditions météo, comme je l'ai dit tout à l'heure, conditions météo, topographie, bâti. Et en fait, à notre station de mesure, on va avoir la concentration dans l'air pour le polluant que l'analyseur mesure. Chaque analyseur mesure un polluant donné. Ce n'est pas des analyseurs multipolluants. Donc en fait, ce n'est pas la même chose. On mesure une concentration, on ne sait pas effectivement de quelle source elle vient. Pour connaître ces sources, on fait justement des estimations d'émissions. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Pas de souci. Voilà, si vous n'étiez pas là au début, vous avez loupé le fameux gâteau. J'espère que c'est un peu plus clair du coup. N'hésitez pas à regarder le début. Vous pourrez, on va vous mettre à disposition le replay du webinaire ainsi que le support. Donc, vous pourrez regarder ça à nouveau. Alors, il me semble avoir vu passer une question à laquelle on n'avait pas répondu sur l'écobuage. L'écobuage donc correspond surtout à quelles émissions? Donc, c'est les particules, Audrey? On est d'accord? Oui, donc il y a les particules, il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques, il y a du monoxyde de carbone, il y a tout un panel en fait de polluants émis par l'écobuage. Donc quand je parle d'écobuage, je pense aux feux pastoraux qui sont dans les Pyrénées, qui ont lieu dans les Pyrénées sur la période hivernale surtout. Donc dans le but il y a des brûlages d'alpage, de pâturage pour pouvoir régénérer le sol. Pour améliorer la pâture des animaux. Donc, nous, on le prend en compte dans le calcul des émissions, mais au final, ça ressort pas forcément, c'est une infime partie des émissions, notamment pour les particules, c'est un peu caché, sur l'ensemble des sources, de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, je ne sais pas s'il reste des questions, si on a répondu à toutes les questions. De toute façon, on va re-regarder ça demain à tête reposée pour vérifier qu'on n'a oublié personne. Si jamais on a oublié de répondre à vos questions, on reviendra vers vous pour vous donner les réponses. Donc, je m'excuse par avance si on a manqué certaines de vos questions, mais on va y répondre. On va essayer de faire en sorte d'y répondre. Donc, je vois une dernière question. Changez-vous les capteurs de place, tenez-vous compte des vents? Alors, les capteurs de place, on a un réseau de stations fixes pour mesurer les différents polluants. Ça peut nous arriver de les déplacer, mais en tout cas, généralement, ce réseau de stations fixes, ça veut dire qu'il ne va pas bouger tout au long de l'année. Donc normalement, il n'est pas amené à bouger. Par contre, dans le cadre d'études temporaires, on va placer des stations de mesure sur un laps de temps donné. Ça peut être une quinzaine de jours, un mois ou une année, ça va dépendre vraiment de la problématique. Donc, on a aussi certaines données où les stations de mesure sont déplacées dans un endroit
particulier selon la problématique. Mais écoutez, je vous propose de passer à la suite. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions. Ça nous permet de faire partager aussi d'autres interrogations pour tout le monde, de répondre à tous. Alors, on va maintenant rentrer dans une nouvelle partie. On va essayer de voir à quoi ça peut nous servir de savoir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette connaissance, nous, dans notre quotidien. Mais avant ça, promis, c'est le dernier sondage que je vous pose. On va essayer, je vais vous poser une dernière question. Donc, à nouveau, je vous demande de basculer sur l'onglet sondage. Hop. Alors, est-ce que, voilà, d'après tout ce qu'on a pu vous présenter là maintenant, et d'après aussi vous, votre volonté personnelle, est-ce que vous vous sentez prêt à agir? Est-ce que vous seriez prêt à agir au quotidien? Ça nous intéresse de savoir ça. Donc, n'hésitez pas à répondre. Alors. Donc c'est bien, on voit que principalement vous agissez déjà, vous faites déjà des choses dans votre quotidien. C'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir quoi faire, par quoi commencer, se dire, prendre aussi conscience de certains impacts dans notre quotidien. Et vraiment l'objectif aussi aujourd'hui, c'est vraiment pas on est entre nous, donc posez-nous toutes les questions possibles. Donc si vous avez des doutes, des interrogations, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Donc une majorité écrasante à 83%, vous souhaitez, vous seriez prêt à agir et en plus vous agissez déjà. Donc c'est déjà c'est une très bonne chose. Alors du coup je vais te redonner la parole. Sarah, je te laisse passer à la suite. Eh bien, donc, du coup, avec ces résultats-là, effectivement, je me demande ce que je vais avoir à dire parce que vous faites déjà beaucoup. Comme Audrey vous l'a montré dans les précédentes parties, on a vu qu'il y avait des secteurs d'activité en particulier qui étaient plus ou moins responsables des émissions de différents polluants. Et donc, il y a peut-être déjà des petits gestes que vous faites vous au quotidien, ou des grands gestes même d'ailleurs. Il y a déjà des gestes que vous faites. Et donc là, ici, on a voulu vous résumer un petit peu quels gestes, en fonction de ces fameux secteurs d'activité, vous pourriez faire. L'idée pour nous, elle n'est absolument pas de vous dire faites ceci, c'est ce qu'il y a de mieux pour la qualité de l'air, pour l'environnement, pour la planète, pour tout ce que vous voulez. On sait très bien qu'il est difficile de tout faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas, tout simplement. Même nous, ici, on est les premières à le dire qu'on ne peut pas faire tous les bons gestes pour la qualité de l'air. Mais en tout cas, on peut essayer. Il y a des choses qui sont peut-être atteignables à chacun de vos niveaux. On a vu, Audrey en a parlé, pour le polluant particules, le chauffage au bois, il contribue fortement. Donc, je vais rappeler quelques petits éléments que vous connaissez sûrement déjà et qui vous paraissent peut-être complètement connus, pertinents. Donc, je vous les dis quand même. Déjà, vous assurez que vous avez bien du bois de chauffage. N'allez pas récupérer des bois de palettes ou des bois souillés, ce genre de choses. Là, vous allez contribuer à émettre énormément de polluants. Il faut que votre bois de chauffage soit bien sec. Parce que plus le bois est humide, plus il va y avoir émission de polluants. De même, il faut entretenir votre équipement de chauffage. Quelque chose qu'on n'indique pas ici, c'est que, bien évidemment, le foyer ouvert, c'est super chouette, j'avoue, c'est très joli, très agréable, mais ça ne chauffe pas. C'est pas ça qui va vous aider à chauffer votre pièce. Et malheureusement, c'est celui qui va émettre le plus de particules. Donc, si possible, et là, c'est là qu'on arrive dans les choses qui sont compliquées, essayez de renouveler votre matériel, mais on sait à quel point c'est difficile. Il y a des aides qui peuvent exister, on sait qu'elles peuvent éventuellement ne pas être suffisantes, mais en tout cas, sachez-le, le foyer ouvert, c'est
pas ce qu'il y a de mieux. C'est sympa, c'est joli, mais pour vous chauffer, d'un point de vue environnemental, c'est pas le mieux. Alors, on vous a mis, vous voyez, des petits en savoir plus. C'est pour vous faire aller sur des liens qui pourront vous apporter plus d'informations sur ces thématiques en particulier. Alors, au jardin, n'hésitez pas à utiliser vos déchets verts pour faire le compost, le paillage, voilà, réutiliser. N'hésitez pas à réutiliser tous vos déchets. Quelque chose qu'il faudrait éviter parce qu'on sait que c'est émetteur de polluants, c'est ne pas brûler ses déchets verts. Donc, dans la mesure du possible, soit vous les réutilisez si c'est faisable, ou alors vous les emmenez en déchetterie. Bien évidemment, utiliser le maximum de choses naturelles, pas de produits, pas de pesticides, parce que voilà, clairement, on le sait, on le découvre aussi aujourd'hui, il y a des pesticides qui désormais sont non autorisés à cause de leurs effets sanitaires. Donc ça va être au jardin. Pour les véhicules, ça peut être aussi intéressant de se poser la question de quel est mon besoin. Donc là, on a un petit en savoir plus sur un document qui peut vous aider à décider quel type de véhicule est plus adapté. Parce que finalement, est-ce qu'on a besoin de la grosse berline ou d'une 4x4 quand on vit dans le centre-ville d'une grande ville où il y a plein de transports en commun? Peut-être pas. Après, c'est vrai que quand on est à l'extérieur d'un centre-ville, c'est plus compliqué d'avoir les transports en commun à disposition. C'est vrai que l'usage de la voiture est souvent plébiscité. Essayer d'avoir recours au covoiturage, ça peut être une solution. La conduite douce, ça peut être aussi une solution pour polluer moins. Donc j'ai fait véhicule et mobilité en même temps, je me rends compte. Donc voilà, dans la mesure du possible, utiliser des moyens de transport doux, mais encore une fois, il faut le pouvoir, il faut être dans une situation qui nous permet de réaliser ces gestes. Donc là, on vous donne les gestes basiques et les plus simples pour améliorer votre contribution sur la qualité de l'air. Maintenant, on sait bien que c'est pas simple. Et du coup, ça peut être. Il nous reste quelques minutes. Pour ceux qui ont répondu, prendre déjà des initiatives pour réduire votre impact, n'hésitez pas en fait à dès maintenant partager dans le chat les actions que vous faites au quotidien, parce que ici c'est vraiment un exemple, c'est pas du tout. C'est pas forcément exhaustif. C'est pas exhaustif. Donc n'hésitez pas effectivement à nous faire part de vos actions, de vos gestes pour aider cette qualité de l'air et notre planète. Ça peut nous intéresser effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, alors Clément, c'est une question large. Elle est large parce que vous pouvez, en fait, vous pouvez agir à différents niveaux. Déjà, si vous avez un jardin, ça peut être par exemple, vous pouvez cultiver vos propres fruits et légumes. Même sur un petit balcon, vous pouvez cultiver quelques fruits et légumes, mais bon, ça reste quand même beaucoup plus limité. Consommer local. Regardez si justement l'agriculteur chez qui vous allez vous fournir utilise du bio, et labellisé bio, ou si c'est de la culture intensive. Voilà, c'est se poser ce genre de questions. Alors du coup, il faut que je resuive le fil des questions. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je pense que ils étaient sur. ouais. Effectivement, une des remarques, alors je ne sais plus qui avait soumis cette remarque, mais elle disait que effectivement, voilà, Valérie qui disait que aller au travail et faire 70 km aller, 70 km retour, Voilà. Effectivement, mais on ne peut pas se passer de son véhicule. C'est bien ce que je vous disais, c'est que là, c'est des petits conseils et en aucun cas des obligations. On le sait très bien que c'est pas applicable. Moi, la première, je prends ma voiture tous les jours car je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Donc,
On vous donne des pistes, mais on sait que ce n'est pas forcément applicable pour tous. Alors, nous, aujourd'hui, je réagis à la remarque de Karine qui nous demande pourquoi nous culpabiliser sur notre vie quotidienne quand on n'utilise déjà aucun, alors que les industriels à côté ou les échappants de l'autoroute d'à côté. Alors, comme on a expliqué, donc effectivement, on vous a présenté différents niveaux d'émissions. Et l'objectif, c'était sur nous, la part sur laquelle on peut agir, comment on peut agir. C'était ça aussi l'objectif de ce soir. Comment pouvez-vous vous montrer ça? Parce que nous, on ne peut pas forcément agir sur les émissions d'un industriel. Enfin, on ne peut pas toujours agir sur les émissions d'un industriel ou de l'axe qui est près de chez vous. Mais voilà, comment contribuer? C'est ce que disait Sarah, c'est par les petits gestes. Ou tout à l'heure Audrey qui nous présentait pour les particules la part non négligeable du chauffage au bois. Donc c'est faire attention à nos pratiques. Donc effectivement, si tout le monde mettait en place des bonnes pratiques, ça aiderait. C'est vrai que ce soir, vous êtes tous particulièrement déjà bien sensibilisés et c'est vraiment bien. On s'en félicite parce que c'est rassurant de voir que vous avez tous un niveau de connaissance qui est déjà quand même plutôt bon. Donc c'est vraiment rassurant. Mais voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc ça peut être aussi vous faire le rôle de médiateur, en parler aussi autour de vous, sans incriminer des gens, mais dans votre entourage, en discuter, en participer. Voilà, c'est faire passer le message, enfin, au-delà de faire passer le message, c'est faire connaître cette problématique ces problématiques liées à la qualité de l'air qui ne sont pas toujours connues de tous. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de posts d'échanges. Alors, c'est sûr que pour nous aider dans le quotidien, il y a différentes réglementations. Lisa parle des normes de l'OMS qui viennent de changer. Donc, pour agir, effectivement, il faut être aussi accompagné d'autres organismes comme l'OMS, effectivement. J'essaye de regarder. On essaye de regarder qu'est-ce qu'on a pu rater comme question. Donc de toute façon, il nous reste très peu de temps. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va regarder ce qu'on a pu manquer comme question. On va revenir vers vous pour vous répondre dans la mesure du possible. J'espère qu'on aura la réponse à toutes vos questions. Mais de toute façon, on reviendra vers vous et on vous dira si jamais une de vos questions ne fait pas partie de nos compétences, on vous le dira si on ne peut pas y répondre. Donc on reviendra vers vous. Je sais que c'est toujours un sujet un peu compliqué pour les personnes qui sont déjà sensibilisées. Donc merci à ceux qui souhaitent s'impliquer, comme Karine. J'ai vu passer quelques messages. Je crois avoir vu passer un message du CHU, enfin notamment sur le CHU. Donc j'essaierai de revenir vers vous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Merci pour toutes vos questions. J'espère quand même si vous étiez quand même largement au courant de la thématique de la qualité de l'air, de ce qu'on pouvait faire, j'espère quand même que vous avez appris des choses ce soir, notamment sur la partie émission et comme l'a expliqué Sarah sur la différence avec les concentrations.
Donc, si jamais vous voulez aussi, merci à Lisa, si vous voulez vous tenir au courant de la qualité de l'air, des prévisions de la qualité de l'air du lendemain, donc n'hésitez pas à regarder sur France 3 tous les jours l'indice de qualité de l'air qui est diffusé au quotidien vers 19h20, 23, 25, après le journal local. Donc, merci à tous et surtout, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. On va vous libérer ici. Merci à vous, les filles, pour vos interventions. Merci à vous tous, en tout cas. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée.